Salut, je m'appelle Claire, j'ai 16 ans. Je suis juste une adolescente normale, ou je l'étais jusqu'à récemment. Avez-vous déjà rêvé de super pouvoirs comme ceux de super-héros de bande dessinée? Imaginez que vous en ayez un, et à cause de ça, votre vie est devenue beaucoup plus difficile. Regardez jusqu'à la fin et vous apprendrez comment j'ai appris à avoir une vision à rayon X. Récemment, ma mère, mon père et moi avons déménagé dans une nouvelle maison et j'ai dû aller dans une nouvelle école. J'avais très peur de ne pas pouvoir trouver rapidement des amis. J'ai toujours pensé que j'étais un peu étrange et différente de mes camarades de classe. J'ai souvent remarqué que j'avais des rêves étranges et que je pouvais sentir si une personne à côté de moi était triste ou malade. Mon étrange sensibilité, comme je l'appelais, était toujours mal traitée par mes camarades de classe. C'est parce qu'une fois, j'ai demandé à mon camarade de classe de faire attention à son vélo sur le chemin de l'école, parce que j'avais fait un mauvais rêve. Je ne savais pas pourquoi je lui avais dit ça avec tant de confiance, car ce n'était qu'un rêve. Mais en chemin, sa chaîne de vélo s'est coincée dans son pantalon. Comme dans mon rêve, il est tombé sur le bord de la route. Jack est venu vers moi avec une jambe bandée et m'a donné le titre honorifique de folle. C'est comme ça que ça m'est arrivé. J'avais donc peur que l'histoire se répète et j'ai décidé de garder la bouche fermée. Mais étonnamment, tout le monde dans la classe semblait être content de moi et parfois prêter trop attention à moi. Je suis rapidement devenue amie avec les gars et j'ai même commencé à aimer l'école, ce que je n'avais pas remarqué auparavant. Vous familiarisez-vous rapidement avec de nouvelles personnes? J'ai finalement commencé à comprendre la biologie et je l'aimais tellement que je voulais aller à l'école de médecine l'année prochaine. Il semblait que ma vie avait beaucoup changé, et pour le mieux. Alors j'ai pensé, jusqu'à ce que mon surnom de folle du passé me rattrape dans ce nouvel endroit. Le matin, comme d'habitude, en allant à l'école, j'ai réalisé que mes yeux me faisaient très mal. Je me suis souvenu des mots de ma grand-mère bien aimée, et je les blâmais sur l'ordinateur de ma vie. Mon père ne m'a pas amené à l'école ce matin-là parce qu'il avait un mal au ventre et n'a pas su y remédier pendant 4 jours. Ma mère m'a nerveusement mise dans la voiture de mon père et m'a conduite à l'école. J'ai vu comment elle s'en sortait et voulais la calmer. Je ne sais toujours pas comment je l'ai vue, mais quand j'ai regardé mon père, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec son pancréas. Une tache brune était surlignée sur son ventre. J'ai dit ça à ma mère. Elle a prétendu que je n'avais rien dit d'étrange et a juste dit « Je suppose que je devrais vérifier ». Je pouvais voir qu'elle ne prenait pas mes mots au sérieux. Mais papa souffrait tellement qu'il était prêt à croire n'importe quoi pour qu'il se sente mieux. Et il a été examiné. Papa a été diagnostiqué avec une inflammation pancréatique. Il a été envoyé d'urgence en chirurgie et le médecin a ajouté qu'elle avait été découverte juste à temps. À l'hôpital, mon père m'a remercié et m'a dit que j'avais le talent d'un médecin. Et je ne savais pas comment appeler ça. Je venais de voir ce qu'il avait en lui. Puis, j'ai commencé à voir ce qu'il y avait à l'intérieur des autres. Ma camarade de classe, Judy, avait une hernie dans le dos. Le professeur de mathématiques avait une insuffisance cardiaque. Au début, c'était amusant de regarder les organes des autres. Comment ils bougeaient, comment ils ne se ressemblaient pas. Mais ensuite, ça a commencé à me faire peur. Parce que je pouvais voir, mais je ne pouvais pas diagnostiquer, et la personne souffrait. Il y avait un sentiment d'impuissance. Mais comment et surtout, que dois-je dire? Excusez-moi, j'ai une vision à rayon X et vous devriez faire vérifier votre cœur car vous avez une valve bloquée sur le ventricule droit du cœur. J'aurais ri au visage de la personne qui me l'aurait dit, au mieux. Et au pire, je les aurais internés dans un hôpital psychiatrique. Après avoir vécu comme ça pendant encore 3 mois, j'ai réalisé que c'était insupportable. J'ai dit à ma mère que je pouvais voir les organes de tous les gens autour de moi. Ma mère a toujours su quoi faire, et je pensais qu'ici aussi, elle trouverait la solution parfaite. Et la semaine suivante, nous sommes allés dans un centre de sciences. Au début, je pensais que nous allions simplement chez le médecin, jusqu'à ce que la porte claque et que nous soyons de l'autre côté de la porte avec mes parents. Génial. À ce moment, j'ai senti que mes parents m'avaient effrontément trahi. Où m'ont-ils envoyé? Pourquoi? J'étais remplie de ressentiment et de peur. Je ne comprenais pas ce qui allait arriver. Des expériences ont commencé sur moi. J'ai été placée en isolement cellulaire en tant que criminelle.
Il y avait un lit, des toilettes, une télévision, des oreillers et de la nourriture. Eh bien, oui, je suis d'accord, ce n'est pas la cellule la plus terrible d'une prisonnière, mais cela ne m'a pas sauvée de la pensée. Quand tout cela va-t-il finir? Chaque matin commençait par des tests, des injections et des conversations avec un homme qui se faisait appeler médecin, mais confondait les termes médicaux. J'espère qu'il était juste nerveux. Puis des conversations avec un psychologue sur mon enfance et mes parents. Je ne voulais pas en parler du tout. Avez-vous déjà été très offensé par vos parents? Alors, vous comprendrez à coup sûr. La dernière goutte de ces expériences incompétentes sur moi a été la cruauté littérale des infirmiers. Quand j'ai refusé de prendre une pilule, l'employé m'a frappé à l'épaule. J'ai pris la pilule et j'ai réalisé que je devais fuir cet endroit. Ce n'était pas si facile, car je n'étais autorisée à sortir dans la rue qu'une fois par jour, vers midi, et avec un gardien. Je suis toujours sûre d'avoir été aidée par une sorte de miracle. Eh bien, ou les hormones, car le gardien était amoureux de l'infirmière et a raté le moment de mon évasion. Et maintenant, je lui faisais signe de derrière la porte. Le problème de la terrible conclusion a été résolu. Mais je n'avais pas pensé où aller après cette prison. Les seules options que j'avais étaient mes parents, ma grand-mère ou une vie indépendante. Mes parents pourraient me mettre à nouveau dans cette prison ou je pourrais devenir une clocharde dans une chemise blanche, ce qui n'était pas une perspective agréable non plus. Il semblait donc que aller chez ma grand-mère était la seule option raisonnable et agréable. Ma grand-mère m'a accueilli avec joie. Je lui ai dit tout ce que j'avais vécu, et elle était en colère et a promis de gronder ma mère de m'avoir fait ça. Grand-mère est drôle quand elle est en colère, et j'étais contente d'avoir trouvé du soutien en elle. Tout semblait commencer comme d'habitude. Je suis retournée à l'école, je n'ai pas manqué grand-chose pendant la semaine. Cette semaine s'est passée pour moi comme une année douloureuse, et tout le monde à l'école n'a eu que 3 leçons de mathématiques. Et même ces terribles photos de malades autour de moi ont disparu. Je me suis même demandé si je les imaginais. Alors c'était encore plus insultant d'être dans cette cage de torture pour rien. Mais je ne pouvais pas croire que ces organes partout avaient cessé de me tourmenter. Tout comme je ne pouvais pas croire que ma grand-mère m'avait vendue. Elle a dit à mes parents où j'étais. Et voici que mes précieux parents se tenaient sur le pas de la porte avec un visage coupable et pensaient que je leur pardonnerais juste d'être apparu sur le pas de la porte d'une maison où ils n'étaient pas attendus. J'ai regardé ma grand-mère avec la question « Pourquoi tu me fais ça ?» Elle a été la première à parler. Elle a dit que j'avais mal compris et que mes parents ne savaient pas ce que je vivais. Ma mère a continué et a présenté ses excuses sur la réalité des choses. Ils m'ont emmené un examen et un diagnostic du cerveau pour comprendre la cause de ce phénomène. Et ils n'avaient aucune intention de me bourrer de tests. Les médecins, sous prétexte de suspicion de troubles cérébraux, ont exhorté mes parents à me laisser pour un traitement gratuit. Mes parents ont eu peur et ont bien sûr dit oui. Et ce n'est que lorsqu'ils sont rentrés à la maison qu'ils ont commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Les médecins ne leur ont pas donné de photos de ma tête, ont refusé de les laisser me voir et ont même emporté mon téléphone. Ma mère a eu peur et a commencé à venir à l'hôpital tous les jours. L'infirmière de confiance a dit que j'avais disparu. Ma mère est presque devenue grise aux urgences. Elle a commencé à jurer et à appeler le médecin-chef, mais il n'y avait pas de réponse. Ma grand-mère a pris la décision responsable de lui dire que j'allais bien. Je suppose que j'aurais fait la même chose, même si je pensais que c'était injuste et cruel de sa part à l'époque. C'était comme si mon cœur était libéré. J'ai réalisé que personne ne m'avait trahi, et mes parents ne se sont pas débarrassés de moi en tant que monstre qui pourrait ternir leur réputation. Ils m'aiment et veulent vraiment aider. Ma mère était déterminée et est allée au tribunal pour s'occuper des délinquants. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec le centre pseudo-scientifique. Ma mère était heureuse. Elle avait donc gagné au tribunal. Grâce à elle, j'ai appris ce qui m'est vraiment arrivé. Toute l'histoire de la vision à rayon X s'est révélée être mon imagination débordante et ma passion pour la médecine, plus le surménage. Mais je n'étais même pas contrariée de ne plus être spéciale. Il était important pour moi que je sois enfin libre des tourments et que je puisse aider les gens avec mon talent de guérir.
et non avec ma capacité à voir l'invisible. Et maintenant je peux dire quoi et où ça fait mal, en utilisant parfois des astuces médicales. Et j'attends déjà avec impatience mon travail de médecin, qui aidera des centaines et j'espère des milliers de personnes. Si vous aimez l'histoire, veuillez l'aimer. Et pour voir plus de ces histoires, abonnez-vous à la chaîne. Appréciez votre caractère unique et croyez que vous êtes entouré de bonnes personnes. Salut tout le monde, mon nom est Ellie, j'ai 16 ans. Avez-vous déjà vécu un moment dans lequel vous ne pouviez que penser à arrêter de ressentir la douleur ? Moi j'ai arrêté, et vous savez quoi ? Il s'agit plus d'une malédiction qu'autre chose. Je n'étais qu'une simple fille normale de mon âge, l'école, mes amis et même ma petite amie. En cet heureux jour, mon petit ami Andy et moi étions d'accord de se rencontrer au parc à midi. Je suis arrivée un peu à l'avance et je l'ai attendu en regardant les enfants. J'ai un frère cadet, j'ai donc déjà l'habitude d'observer et surveiller les enfants autour de moi. Soudain, le ballon d'un petit garçon a rebondi d'un côté et roula en dessous d'une balançoire. Un des jeunes joueurs a couru vers la balle et j'ai tout de suite paniqué. Il y avait un autre enfant sur la balançoire. J'ai crié quelque chose à ces deux enfants, mais c'était trop tard. En un instant, j'ai couru pour protéger le petit garçon avec mon corps et puis j'ai reçu un gros coup au dos. Les parents accoururent vers nous et je leur ai rendu leur enfant. La mère du petit Bamba me remercia en larmes et son père m'aida à me relever, mais je ne pouvais pas. Mes jambes, je ne pouvais plus les sentir. Je n'avais aucune sensation dans mon dos non plus. Savez-vous à quel point c'était peurant de perdre la sensation ? Quelque chose dont vous ne portez aucune attention à l'habitude ? Quelques minutes plus tard, Andy arriva et s'accroupit près de moi. J'étais déjà en larmes, j'avais si peur. L'ambulance est venue me chercher. Andy a contacté mes parents. On m'a envoyé faire des radiographies d'urgence après m'avoir induit dans un coma artificiel. À ce moment, je ne croyais pas que ma vie pourrait chavirer dans l'espace de quelques minutes. Avant le coma, j'ai passé quelques minutes avec ma famille. J'avais le pressentiment que je leur disais adieu. Et puis, la noirceur est arrivée. Je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. On aurait dit que ma tête était faite de béton. Je ne pouvais même pas me relever pour regarder mon propre corps. Mes pieds semblaient toujours être là, mes mains aussi. J'ai tenté de remuer mon bras. J'ai réussi tant bien que mal. Et puis, j'ai essayé de bouger mes jambes. Je me demandais si elles étaient réparées. Oui, je pouvais les bouger. Le son d'un coup sur le lit alerta une infirmière qui se reposait tout près. Elle appela le docteur. Quand plusieurs médecins entrèrent dans la chambre, j'étincelais de bonheur. Je peux bouger, je ne ressens plus de douleur. Cependant, cela ne semblait pas être une bonne nouvelle pour les médecins. Ils me dirent que je devrais attendre mes parents. Je ne comprenais pas ce qui se passait. En une demi-heure, je pouvais bouger mes orteils. N'était-ce pas une bonne nouvelle ? Lorsque mes parents arrivèrent, les médecins ont mis les points sur les i. J'avais été opérée ce jour même. L'opération s'était déroulée avec succès, mais il y avait eu des erreurs. Un de mes nerfs avait été endommagé et maintenant, je ne pouvais plus ressentir aucune douleur. J'ai alors dit « Mais vous blaguez ?» Mais les médecins m'ont confirmé le diagnostic en m'informant que quelqu'un me piquait avec une aiguille au même moment. J'ai réalisé que je n'avais absolument aucune sensation. Environ une semaine plus tard, mes parents m'ont ramenée à la maison. J'avais peur de me tenir sur mes pieds. Je devais apprendre à marcher de nouveau. À la maison, mon père me prenait dans ses bras et nous allions à l'hôpital pour ma réhabilitation. Je devais me déplacer en chaise roulante partout. L'hôpital était le seul endroit où j'avais le droit de marcher sous la supervision des médecins. Tout ce temps, j'étais en train de m'habituer à cette nouvelle vie sans douleur. Plusieurs mois ont passé. C'était seulement grâce au support de ma famille et d'Andy, avec qui j'échangeais constamment des textos, que j'ai été capable de me remettre de ce qui m'était arrivé. La physiothérapie était maintenant terminée. J'ai demandé à ma mère si je pouvais retourner à l'école. Ma mère m'a répondu que je n'y retournerais pas. Certainement pas cette année. Il craignait que je me blesse, car je ne pouvais pas ressentir la douleur. Mais pourquoi ? J'étais en santé. Et le fait que je ne ressentais aucune douleur était à mon avantage, si vous me demandez.
Par exemple, l'autre jour, le vétérinaire est venu vacciner notre chat. J'ai dû la tenir même si elle me griffait les mains. J'ai tenu le coup. Et l'autre jour, je me suis épilée. Et vous savez quoi? Je suis très bien capable de m'adapter à tout ce changement. Mon père m'a dit que les médecins avaient cédulé ma prochaine opération dans 6 mois. Il devrait être en mesure de réparer mes nerfs endommagés pour me permettre de ressentir la douleur à nouveau. Un jour, j'ai demandé d'aller marcher avec mes amis. Mais mes parents m'ont arrêtée encore. Ils me défendaient de sortir de la maison seule. Et si je tentais de sortir en douce, ils m'embarraient dans ma chambre. Quelle tournure! Pourquoi avais-je fait toute cette réhabilitation? Pour continuer de vivre en isolement? Je suis prisonnière et je ne mérite pas ça. Est-ce qu'on vous a déjà puni dans le but de vous aider ou vous sauver? Je voulais vraiment voir mes amis, mais plus que tout, je voulais voir Andy. Mes parents continuaient de répéter « dans quelques mois, pas avant ». Je n'aimais pas ça du tout. Et Andy me demandait constamment quand nous pourrions se revoir. J'ai décidé de le rencontrer en secret quand mes parents étaient partis. Dimanche, mes parents sortaient pour faire les commissions et nous avions quelques heures pour nous rencontrer. Aussitôt que leur voiture quitta l'entrée, Andy est arrivé. C'était la première fois que nous nous revoyions depuis l'accident. Avant cela, il n'y avait eu que des appels vidéo. C'était étrange d'être enlacé par un proche sans pouvoir percevoir la sensation du toucher et la chaleur. Mais j'étais tout de même très heureuse. C'était aussi la première fois qu'il était chez moi et j'ai proposé qu'il monte à ma chambre pendant que je préparais le thé. J'ai versé 2 tasses de thé et suis montée le voir. J'ai déposé les tasses près du lit et nous nous sommes étendus. Ça faisait si longtemps. Peut-être que notre amour nous permettrait maintenant de franchir la prochaine étape de notre relation. Andy a enlevé mon chandail et puis son pull. Il m'a mis sur mon dos. Nous étions si pressés que nous avons fait tomber quelque chose de la table de chevet sans même y porter attention. Nous étions enlacés en nous embrassant. C'était ma toute première fois. Je ne ressentais rien, mais mon imagination faisait le travail. Tout à coup, j'ai remarqué la couleur disparaître du visage d'Andy et il me regardait horrifié en chuchotant « Ta main, elle est… » J'ai jeté un regard vers ma main et j'étais sous le choc. Ma main était toute rouge et couverte de cloches d'eau. Apparemment, durant notre moment intime, j'ai accidentellement fait tomber une des tasses et j'ai brûlé ma main sans en avoir conscience. Que faire? Nous avons couru vers la salle de bain pour faire couler de l'eau froide sur ma main. Merde! Je ne ressentais absolument rien, même si ma main avait l'apparence de celle de Freddy Krueger. Je me suis retournée pour remercier Andy, mais il n'était plus là. Je suis allée dans le couloir et j'ai vu la porte entrouverte. Il avait filé en douce. Il m'avait abandonnée. Avant même de pouvoir me remettre de cet affront, j'ai vu la porte s'ouvrir. Il est de retour, j'ai cru. Mais non, ce n'était que papa et maman. Papa riait, des sacs en main. Mais lorsqu'il m'a vue, son sourire a disparu. Il y eut des cris, des pleurs et un drame total. Papa a installé une serrure sur ma porte et a barricadé mes fenêtres de chambre. Ils m'ont confisqué mon téléphone et ont débranché l'Internet. C'était un enseignant à domicile qui me faisait mes leçons d'école. Parfois, il me permettait d'appeler Andy de son téléphone, mais il ne répondait pas. C'est ainsi que j'ai vécu pour presque 6 mois. Parfois, j'étais si enragée contre mes parents, mais en regardant mes brûlures, cela me rappelait pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Les médecins ont finalement décidé que j'avais suffisamment guéri et j'ai eu une 2e opération. En me réveillant de celle-ci, je savais immédiatement que l'opération avait fonctionné, car j'étais en douleur atroce. Mais j'en étais heureuse. Je pense qu'après les 6 derniers mois, je méritais de ressentir la douleur à nouveau. Après 2 semaines, mes parents m'ont dit que je pouvais retourner à l'école. J'étincelais de joie. Je pourrais finalement revoir Andy et mes amis. Mais j'étais très déçue. En arrivant en classe, tout le monde me regardait d'un air étrange. Je pouvais les entendre chuchoter derrière mon dos. Il s'est avéré que mon père était venu à l'école pour affronter Andy. Tout le monde était au courant et ne voulait pas de problème. Je suis devenue la fille solitaire de l'école et Andy m'ignorait. J'avais attendu ce moment si longtemps. Et voilà comment on me traitait. Cela m'a profondément blessée. Sur le coup, je croyais que toute ma vie s'écroulait. Mais cette expérience m'a rendue plus forte.
et j'ai rapidement oublié toute la rancune contre mes anciens amis. Je n'avais pas le temps d'être fâchée. J'avais tant de choses à vivre maintenant. Je vais à une nouvelle école maintenant. J'ai de nouveaux amis, un nouveau petit ami, d'autres intérêts. Parfois, je me souviens de cette année rocambolesque sans douleur. Et non merci, je ne veux plus jamais revivre quelque chose du genre. Aimez mon histoire, ainsi d'autres pourront la voir. Peut-être qu'elle pourrait aider quelqu'un en difficulté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Bonne chance à tous et à plus. Salut, je m'appelle Diana, j'ai 15 ans et j'adore les corbeaux. Avez-vous déjà eu besoin de l'aide d'un ami pour emprunter de l'argent ou pour aider à un test ou pour battre un délinquant? Et si cet ami était un corbeau? Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui peut rendre la gentillesse d'un oiseau intelligent. J'ai toujours voulu avoir des animaux, mais j'étais confrontée au même problème. Mon père. Mon père est une personne unique qui combine 50% de colère, 30% de rage, 19% d'entêtement et seulement 1% de raison. C'est mon père. Une fois, nous avons eu un hiver si intense dans notre ville que même les gens en manteau de fourrure avaient froid dehors. Mais je devais sortir parce que je me souvenais que je n'avais pas rangé mon vélo dans le garage. Et à côté, j'ai vu un corbeau. Il était blessé. Il avait un problème avec son aile et il boitait. J'ai pensé qu'il ne survivrait pas ce temps. Et j'ai frissonné. Oh, je pourrais avoir des ennuis pour ça. J'ai attrapé le corbeau et jurant à voix basse, je l'ai porté à la maison. Papa s'est énervé toute la nuit, mais pour une fois, je ne l'ai pas écouté. Le corbeau mourrait si je jetais, et je ne voulais pas tuer d'animaux. Avez-vous déjà défendu vos principes face à un homme qui pourrait vous briser en deux? Pouah, quelle sensation! J'ai suggéré à papa d'attendre jusqu'au printemps, et en retour, je ne laisserai pas Kwasi, nom donné à mon enfant trouvé, sortir de la pièce. Papa n'a pas aimé l'idée. Il a dit qu'il ne lèverait pas des excréments d'oiseaux. Mais moi, après tout, j'étais aussi très en colère et têtue, et je pouvais y arriver seule. Pendant l'hiver, nous sommes devenus très amicaux avec Kwasi. Et j'ai presque pleuré en la laissant sortir dans les bois. Mais j'ai dû la laisser sortir parce qu'elle était plus forte et pouvait voler en toute sécurité. Et papa devenait de plus en plus en colère. Comment pouvais-je savoir qu'elle ne me quitterait pas? Kwasi a commencé à voler vers notre pelouse, parfois même avec ses amis. Heureusement, cela arrivait toujours pendant la journée où papa n'était pas à la maison. J'avais très peur de sa colère et j'ai appris au Kwasi à ne pas voler vers la pelouse, mais un peu plus loin, vers la poubelle, à côté de la forêt. Là, je traînais avec eux, je les nourrissais et faisais parfois mes devoirs. C'était super, je me sentais comme une super-héroïne, une fille maîtresse des corbeaux. Et donc, mes 2 années ont passé. Mais une fois, un vrai bordel s'est produit. Je suis allée avec mes corbeaux à la poubelle et Ramona m'a remarqué. C'était une vipère stupide et maléfique d'une famille riche. Tout le monde essayait de lui lécher les bottes parce que sinon, elle ruinerait toute votre vie. Elle était avec ses hommes de main et a commencé à me pointer, genre « LOL, regarde, c'est une clocharde. » Qu'est-ce que je pourrais dire? Avez-vous déjà défendu votre honneur avec vos poings? Je me suis précipitée sur Ramona, mais ses amis m'ont interceptée et ont commencé à tirer mes cheveux. Et puis, c'est arrivé. Putain, ça! Un troupeau de corbeaux s'est rassemblé au-dessus de nous et ils ont commencé à attaquer les enfants. Je n'ai même pas remarqué combien d'entre eux sont apparus. Les oiseaux ont attaqué Ramona et ses amis, mais ils ne m'ont pas touchée. Il y avait un scandale qui m'attendait à la maison. Un bon scandale. J'ai tout raconté à ma mère et au lieu de se sentir désolée pour moi, elle l'a dit à mon père. Il est arrivé le soir dans une rage féroce. Pendant ce temps, les parents de Ramona et ses gars nous ont appelés et ont commencé à se plaindre en disant « Votre fille a battu nos enfants !» Oh, la méchante et terrible Diana a battu à elle seule 2 gars et 3 filles. Qui croirait ça? Papa et maman l'ont cru. Surtout, ils étaient en colère que je continue de nourrir mes corbeaux et, comme ils le pensaient, les ont mis sous le compte des agresseurs. Tout ce que j'avais entendu toute la nuit, c'était que ma prochaine farce finirait en prison. Que devais-je faire? Prendre docilement les insultes? Mais papa ne voulait pas m'écouter. Il m'a enfermée dans ma chambre, a pris un fusil et est allé tirer sur des corbeaux. J'ai entendu que 2 coups de feu, mais chacun m'a blessée au cœur.
Et s'il avait tué le Quasi? Pourquoi faisait-il ça? Je les détestais. Les attaques contre moi à l'école n'ont fait qu'augmenter. On m'appelait Reine des ordures. Et l'un des trous du cul de Ramona a fourré un cadavre de corbeau dans mon sac à dos. J'ai commencé à fuir l'école en larmes. Et je ne voulais vraiment pas rentrer chez moi, mais je devais le faire. Mon père a organisé une sorte d'assignation à domicile. Eh bien, pour que ma mère vienne immédiatement me chercher à l'école et ne me laisse pas sortir plus tard dans la rue. J'étais fâchée. Ils m'ont rendue folle. Avez-vous déjà senti que le monde entier était contre vous? Que personne ne veut vous comprendre? J'étais brisée ces jours-là. Mais un jour, j'ai revu Quasi sur la pelouse. Nous ne l'avons pas revu avant l'été. Probablement, ma fille intelligente a réalisé qu'il n'y avait personne d'autre à la maison et a décidé de faire signe. Elle m'a regardée et a sauté un peu en avant. J'ai quitté la maison et l'ai suivie. Quasi m'a conduit dans une maison dans les bois. Et là, j'ai vu un tas de corbeaux et un garçon de mon âge, peut-être un peu plus âgé. Quasi s'est posé sur son épaule et il m'a demandé ce que je faisais ici. Je lui ai parlé de Quasi et le garçon était soulagé et heureux. Il a dit que son nom était James et qu'il était le propriétaire de Quasi et d'autres corbeaux. James et moi avons rapidement trouvé une langue commune. Il les a nourris et les a entraînés, tout comme moi. Et on se moquait aussi de lui à l'école. C'était génial de trouver quelqu'un avec des problèmes similaires. Nous avons commencé à nous rencontrer, à parler. Il m'a appris à entraîner les corbeaux. Et en général, il s'est avéré être un bon ami. J'ai presque cru que quelque chose de bien pouvait venir dans ma vie. Hélas, quelques mois plus tard, mes parents ont annoncé que nous déménagions dans une autre ville. Et c'était de ma faute, disait-il. J'avais ruiné la précieuse réputation de notre famille. J'ai crié en retour que je préférais vivre dans une benne à ordures et j'ai couru dans les bois en larmes. J'ai rencontré James. Les nouvelles l'ont bouleversé autant que moi. Et il a dit qu'il avait un cadeau pour moi. J'avalais mes larmes et pensais avec ressentiment. Quand aurait-il donné ce cadeau s'il ne s'était pas avéré que nous allions rompre? Mais tout mon scepticisme est sorti de ma tête quand il m'a apporté une belle bague en argent avec une tête de corbeau dessus. Il a dit que c'était la bague en argent de sa mère, qu'elle était devenue trop petite pour elle et qu'elle lui avait permis de la donner à l'ami du corbeau. C'est comme ça qu'elle m'appelait derrière mon dos. J'ai pleuré encore plus et j'ai promis de ne jamais l'oublier sans la bague. Mais je ne l'ai pas refusée. Pour une raison quelconque, j'ai senti que je devais la garder. Que feriez-vous si vos parents changeaient radicalement votre vie sans même demander votre permission? Les parents ne sont pas des camarades de classe. Vous ne pouvez pas simplement aller les combattre. Ils prennent donc toujours le dessus sur leurs enfants. Je les ai laissés emménager, mais je ne les ai pas laissés sortir les corbeaux et James de mon cœur. J'attendais un appel, une lettre, n'importe quoi. J'ai passé des jours à regarder la bague et à penser à mon meilleur ami et à nos corbeaux. Rien, silence, un zéro complet. Mais vous savez que je ne suis pas du genre à abandonner facilement. 1 an plus tard, je me suis rendue dans cette ville quand j'ai commencé mes vacances. Une amie d'école m'a laissé rester et le premier jour, je lui ai dit « D'accord, je vais aller chez James. » « Chez qui ?» elle a demandé. « Chez James. Quel est le problème ?» Lucia a longtemps hésité et m'a finalement raconté la chose terrible. Après quoi, je suis tombée sur une chaise. Il s'est avéré que James est mort quelques mois seulement après mon départ. Il est monté sur le toit pour le réparer et s'est cassé le cou à l'automne. Sa mère a quitté la ville parce qu'elle ne pouvait pas vivre dans une maison qui lui rappelait son fils. J'étais sans voix. C'est pourquoi James ne m'a pas écrit. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû venir dès que c'est arrivé, mais comment aurais-je pu le savoir? J'ai pleuré toute la soirée et toute la nuit. Et le lendemain matin, j'ai fait du vélo jusqu'à la maison abandonnée de James. Les corbeaux y nichaient toujours. Et je vous jure, ils étaient contents de me voir. La maison apparaissait à peine à l'horizon et ils se précipitaient déjà vers moi. Ils m'ont entourée et ont croissé bruyamment comme s'ils me demandaient où j'étais depuis si longtemps. J'ai regardé la bague, puis le ciel, et j'ai réalisé que si l'âme d'une personne n'allait pas au ciel, elle devait devenir un corbeau. Et peut-être que James, mon meilleur ami, s'est perdu parmi ces corbeaux. Je suis retournée dans ma nouvelle maison, mais je n'ai pas oublié mes amis.
Je suis déterminée à lier ma vie avec les oiseaux. À la mémoire de James. Récemment, ma mère s'est excusée auprès de moi pendant tout ce temps. Je ne sais pas ce qui l'a poussée à le faire, mais je lui ai parlé de partir en vacances, et pour la première fois, j'ai pu pleurer correctement. Et mon père, eh bien, je suis sûre de l'avoir pris dans mon entêtement. Un jour, il me dira « Je suis désolée », mais je ne pense pas que ce sera pour longtemps. Avez-vous aimé cette histoire? Alors embrassez vos animaux, mettez un j'aime et d'autres téléspectateurs la verront. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Salut, je m'appelle Sabrina. Je sais à quoi vous pensez. Un nom comme celui de cette sorcière. J'étais vraiment une sorcière. Croyez-vous en la magie? J'y croyais, jusqu'au jour où j'ai payé le prix de ma magie. Écoutez le reste de cette histoire et découvrez comment j'ai été enterrée vivante. Enfant, j'étais une fille normale. J'adorais les chevaux, les contes de fées sur les princesses et les autres moments à l'eau de rose. Mais tout a changé quand j'ai regardé Maléfique pour la première fois. Le film m'a ouvert les yeux. Dans tous les contes de fées, les méchants sont meilleurs que les héros. J'ai donc décidé de revoir toutes mes histoires préférées. Ensuite, je suis tombée sur Chilling Adventures. Dès les premières minutes, j'ai réalisé. C'est à propos de moi. Après avoir regardé Chilling Adventures, j'ai décidé de changer mon image et de monter dans le grenier à la recherche d'une tenue appropriée. Mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais y trouver. Dans l'un des anciens tiroirs, j'ai trouvé un album photo de mon arrière-grand-mère. J'ai feuilleté les photos. Incroyable! Mon arrière-grand-mère a participé à des sabbats. J'ai couru chez ma mère avec cet album et j'ai demandé une explication. Il s'est avéré que nous avions des racines à Salem. Je devais découvrir la vérité. Nous sommes arrivés chez ma grand-mère et j'ai commencé à lui poser des questions. Mais malheureusement, ma grand-mère a simplement dit en riant. Chaque fille de Salem s'est déguisée au moins une fois en sorcière pour Halloween. Mais personne ne pourrait me faire changer d'avis, parce que je savais que j'étais une sorcière, et j'allais obtenir mes pouvoirs magiques. Pour commencer, j'ai ajouté plus de gothique à mon look. Maquillage foncé, long gant noir et un chapeau. Est-ce qu'un changement de style vous a-t-il déjà fait sentir comme une nouvelle personne? Si oui, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai commencé à me sentir beaucoup plus confiante à propos de mes dons. J'ai décidé de commencer petit, la divination pour mes deux meilleurs amis. Par exemple, en regardant la tasse de Kira, j'ai pu voir quelque chose qui suggérait le mot danger. Et, le lendemain, elle rata le test. La prédiction est devenue réalité. En regardant la main de mon amie Elisa, j'ai vu quelque chose qui suggérait le mot amour. Et juste 3 jours plus tard, un nouveau mec est apparu à l'école et elle est immédiatement tombée amoureuse de lui. Peu de temps après, Lisa me demanda de le charmer. Eh bien, comment pouvais-je résister? J'ai lu sur internet les règles du rituel et le lendemain après l'école, nous avons célébré la cérémonie. Cela a pris 2 semaines et à la récréation, le nouveau est venu nous voir. Il a dit que nous ne l'avions pas quitté des yeux depuis 2 semaines, mais nous savions que la magie avait fonctionné. Le nom du nouveau gars était Rich. C'était un bon gars, mais ses amis, c'était quelque chose. C'est un groupe d'une école privée, des gars sympas, des gothiques, absolument fous. Avec l'aide de Richie, nous avons pu les rencontrer et grâce à ma magie et mes prédictions, nous avons été acceptés dans leur entreprise. Mais après, les enjeux augmentèrent. Rich réussit à trouver le livre de sorts dans l'un des magasins d'antiquaires. J'ai décidé de les tester. Sit venturus felix deduces. J'ai chuchoté à mon amie lors du test suivant, elle a réussi à obtenir la note de passage. Ut malediceret tibe, et responsum est pro peccatis. Ai-je crié en désignant l'harceleuse Mickey. 2 semaines plus tard, nous avons découvert qu'elle avait été renvoyée de l'école pour avoir fumé. Mais vous devez admettre que les prédictions et les sorciers ne sont pas tout à fait ce à quoi on s'imagine en pensant au pouvoir magique d'une sorcière. Je voulais transformer les gens en animaux d'un claquement de doigts, lire dans les pensées, lancer des boules de feu à l'infini.
Dieu, quelle idiote j'étais. Dans le livre de sorts, nous avons trouvé un rituel de sorcière. Le rituel compliqué qui était censé révéler tout mon pouvoir magique. Le rituel était tout simplement dingue. À la pleine lune, je devais boire une potion qui devait me tuer, puis je devais être enterrée dans un cercueil d'où je devais sortir par magie par moi-même. Au début, j'ai refusé. Mais chaque jour, ma curiosité et ma soif de pouvoir magique me dévoraient de plus en plus. Et cette folle entreprise m'excitait chaque jour. Faisons un rituel. Tu veux devenir une vraie sorcière. Après une semaine de persuasion constante et d'auto-persuasion, j'ai accepté. La préparation n'a pas été difficile. Nous avons acheté un cercueil et également préparé une potion d'herbes et d'organes d'animaux. Ne demandez pas combien nous avons dû payer le nettoyage de la clinique vétérinaire pour ça. Et maintenant, la pleine lune nous avait rejoints. Nous nous sommes réunis dans la partie la plus reculée du parc où personne ne pourra nous distraire. Avez-vous déjà fait quelque chose d'interdit? Savez-vous quelle montée d'adrénaline cette simple pensée vous donne? Copias venire, j'ai chanté pendant que les gars tournaient autour de moi dans une danse folle. Copias venire, j'ai crié avant de boire une potion à base de queue de rat et de glandes de chat. Copias venire, murmurai-je, tremblant d'euphorie et d'excitation, essayant de ne pas vomir la potion. Tout s'est arrêté. Tout le monde s'est figé. Et puis, je suis tombée. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer correctement. Je ne pouvais même pas contrôler mes yeux. Une paralysie complète. Mes amis se sont rassemblés autour de moi et l'un d'eux a senti mon pouls. Elle est morte. J'ai entendu mon ami chuchoter. Je suis vivante. Une personne morte restait-elle consciente? La panique m'a envahie. Et puis l'un des gars a dit, nous devons terminer ce que nous avons commencé. C'est ce que Sabrina aimerait. J'ai été ramassée, transportée doucement dans un cercueil. Arrêtez! Non, ne m'enterrez pas! Je ne veux pas! Mais aucun d'eux n'entendait mes sanglots silencieux. Aucun d'eux ne pouvait lire mes pensées hurlantes. Ils m'ont mis dans un cercueil. Rich a soigneusement couvert mes yeux. Puis j'ai entendu le couvercle de mon cercueil cloué. La boîte a été soulevée et jetée dans la fosse. J'ai entendu un bruit sourd suivi d'un bruit de pelle et de terre. Un peu de saleté s'est déposée sur mon visage. Ça devenait de plus en plus difficile de respirer. J'ai fait appel à toutes mes forces. Une expiration à peine audible, mais pas plus. Mes amis, on l'entend, fait du bruit avec leurs pelles, tandis que mes larmes coulaient sans bruit à travers mes yeux fermés. Depuis combien de temps ça dure? J'ai perdu le compte. Je n'arrivais pas à dormir, ou plutôt mon corps, mon cerveau était déjà endormi, mais pas mon esprit. J'essaie de compter, espérant tuer le temps. 320 131, 320 132. Je me suis pissé dessus. Maintenant, il est devenu difficile de respirer. J'ai rêvé de mon arrière-grand-mère. Elle disait, si tu promets de ne pas jouer avec la magie, je te laisserai sortir. J'ai fait une promesse. Dieu, j'ai promis de tout mon cœur. Rien ne s'est passé. Je pouvais sentir les vers rampant autour de moi. Je pouvais sentir mes pieds mouillés commencer à pourrir. J'avais l'impression que j'allais mourir. Arrière-grand-mère, tu as promis de me sauver. Ou peut-être que la plaie était aussi magique. Je voulais mourir. Il y avait de moins en moins d'air, mais cela ne semblait pas se terminer. Je ne pouvais pas avaler ma langue ni retenir mon souffle, mais je voulais mourir. Les secondes s'éternisèrent. J'étais prête à lâcher mon dernier souffle, et puis, soudain, le sol s'est mis à trembler. J'ai entendu des voix. Le couvercle de mon cercueil s'est envolé, j'ai senti une bouffée d'air frais. En même temps, j'entendais la voix de mes amis. Oh, ça pourrit! Mon Dieu, je vais être malade. Puis Rich a dit, on dirait que la magie n'a pas fonctionné. Je suggère de l'enterrer et de l'oublier. Je ne pense pas qu'ils la trouveront ici sitôt. Je savais que c'était maintenant ou jamais. J'ai fait appel à ma dernière force qui me restait en moi. J'ai ouvert les yeux avec difficulté et j'ai commencé à respirer. Toute mon entreprise s'est enfuie avec horreur. Tout sauf Rich. Il a attrapé mon bras et a senti mon pouls. À ce stade, je me suis finalement évanouie. J'ai repris mes esprits à l'hôpital.
Stupeur catatonique, c'était mon diagnostic. À cause du stress, de la pression du corset, de la potion que j'ai bu, mon cerveau m'a fait défaut et j'ai perdu le contrôle. Et puis je suis restée dans un cercueil pendant 3 jours, mourant lentement d'un manque d'oxygène. Mes amis se sont lassés d'attendre et ont décidé de me déterrer. Juste à temps. Encore quelques heures et je serais morte. Ouais, triple malchance. La qualité terrible du cercueil, l'inaction de la police qui n'a commencé à me chercher qu'après 2 jours de disparition, et des amis idiots qui croyaient que j'étais vraiment une sorcière. As-tu bêtement risqué ta vie? Parle-nous-en dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'autres histoires intéressantes qui vous attendent. Salut, je suis Lisa et j'ai 16 ans. Avez-vous des phobies? Vous avez peur de quelque chose? Des personnes ont peur du noir ou des clowns. De quoi ai-je peur? Honnêtement, j'ai peur de tout, mais les araignées sont au-dessus de tout. Des bestioles répugnantes, dégoûtantes et dangereuses de l'enfer, qui, pour une raison inconnue, ont envahi notre pauvre planète. J'ai du mal à y penser même maintenant, mais il y a 1 an, je suis presque devenue folle de peur. Pourquoi? Laissez-moi vous raconter. Nous avons déménagé en Virginie, du Texas, et je détestais ça. Tout d'abord, il faisait extrêmement froid, et l'hiver a commencé en novembre. Mais ce n'était que la moitié du problème. Notre maison, comment dire? Avez-vous déjà visité une maison hantée à Disneyland? Eh bien, notre maison est assez similaire. Ce n'est pas vraiment un château, mais c'est la même ambiance. C'est vieux, spacieux et flippant. Sérieusement, il n'y avait pas une seule lumière là-bas. Dans certaines chambres, par exemple dans la mienne, le soleil n'était visible que le soir quand il se couchait, et le reste du temps, il faisait noir. Et le sol, il grinçait constamment. Mais le plus nul était qu'il y avait tous ces insectes stupides. Sérieusement, au début, nous avons dû appeler la lutte antiparasitaire plusieurs fois. Le sol de la pièce était infesté de cafards morts, et il y avait des punaises de lit. La nuit, l'air était rempli de bourdonnements de papillons. Et bien sûr, il y avait des araignées. Je dirais que c'était des araignées d'une taille monstre. Les tarentules tropicales sont peut-être plus grosses, mais j'en suis pas sûre et je ne veux même pas le savoir. Mais ces araignées-là étaient énormes. Je suis mortifiée quand j'en vois des minuscules, mais celle-là faisait la taille de ma main. Bien sûr, vous pourriez penser qu'il est stupide d'avoir peur des insectes, mais je veux dire, certaines personnes ont peur de l'eau. Quelque chose ne va pas avec cette phobie? Un jour, j'ai vu une araignée rampant dans mes vêtements dans la salle de bain. J'étais hystérique et je suis devenue folle. J'ai refusé de m'habiller. Je ne voulais pas retourner dans cette salle de bain, hein. Il me semblait que la bestiole avait la taille de la paume de ma main, sinon plus grande. Tout le monde essayait de me calmer. Mais je ne pouvais tout simplement pas me calmer. J'avais très peur de ne pas pouvoir m'endormir la nuit. Je n'arrêtais pas de penser que ces foutues araignées étaient partout et pas seulement dans leur stupide toile d'araignée, dans les coins, mais qu'elles rampaient partout. Sur les tables, les sols, rampaient dans mon lit. Ce qui se passait me faisait penser à une apocalypse de zombies et le but est de me torturer jusqu'à ma mort. Finalement, je me suis évanouie, mais j'ai dormi très mal à l'aise. J'ai continué à faire des cauchemars sur les araignées, et il y en avait de plus en plus. Bordel, c'est pas vrai. Je n'ai pas pu m'en débarrasser. Tout à coup, à travers mon rêve, j'ai senti le contact des jambes de l'araignée. Elles ont chatouillé mon cou et ont commencé à ramper sur mon visage. Je me débattais, essayant de l'oublier, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment. Puis j'ai réalisé que c'était un rêve et j'ai ouvert les yeux. Ce n'était pas facile. Pendant 3 secondes, je me suis allongée sans respirer ni expirer et j'ai juste regardé le plafond en essayant de comprendre où j'étais. J'ai ensuite roulé du lit en criant loup et j'ai commencé à sauter sur un pied en me frottant l'oreille et le cou comme une folle et en essayant d'éradiquer la créature hors de mon corps. Mes parents ont fait irruption lorsqu'ils ont entendu mes cris et se sont demandé ce qui se passait. Une araignée est rentrée dans mon corps, cette foutue créature velue, je ne sais pas quoi faire. Elle va pondre des œufs dans mon corps, non? Ai-je raison? Ils ont essayé de me calmer en disant « Chérie, les araignées ne se faufilent pas dans le corps des gens pour pondre des œufs. Ce ne sont pas des asticots. » Mais je ne sais pas ce qu'ils essaient de faire. Oh mon Dieu. Où ai-je lu à propos de ça? En ligne? C'est hors de question, je dois la faire sortir maintenant. Maman essaie de regarder dans mon oreille, mais elle n'a pas vraiment prêté attention. Alors quand elle a dit qu'elle ne pouvait rien voir, bien sûr que je n'en croyais pas.
Comment pouvait-elle voir quoi que ce soit alors qu'elle n'avait jeté un rapide coup d'œil que de 3 secondes? Maman regardait de plus près et essayait plus à l'intérieur. Maman s'est soudainement mise en colère et m'a dit de retourner au lit et d'arrêter d'inventer des bêtises. Je lui ai crié dessus en retour que je ne pouvais pas dormir pendant que cette araignée bizarre et dégoûtante était en moi, hein. Papa a sauvé la situation. Il a dit que les araignées ne mangent pas de chair humaine et que si elle a faim, elle ne veut pas mourir de faim. À l'intérieur de mon corps, elle sortirait tôt ou tard. Tôt ou tard. Oui. Excellent travail avec cet encouragement. Le matin, personne n'a même pris la peine de me demander «Comment te sens-tu, Lisa?» ou «Comment va cette araignée géante et hideuse de la mort qui te dévore de l'intérieur?» Non, rien du tout, comme si rien ne s'était passé la nuit. J'étais complètement retournée, je me sentais déjà pas bien du tout, terrible, horrible, et personne ne se souciait de moi. Le lendemain matin, je me sentais bien, mais au moment de l'après-midi, j'avais l'impression que des petites pattes bougeaient dans ma gorge. Alors je me suis précipitée dans la salle de bain pour extirper ce monstre de moi. Mais peu importe à quel point j'essayais, rien ne fonctionnait. La bestiole ne me laissait pas tranquille. Je la sentais bouger dans mes poumons. J'ai gaspillé un jour en pensant au moyen de sortir cette chose. Que mange-t-elle? Du sucre? Du miel? J'ai cherché des cas similaires sur Google, mais je n'y ai trouvé aucune information. Genre rien du tout. Je n'allais pas mieux. Chaque jour, je me plaignais que cette merde me mangeait de l'intérieur. Chaque jour, je sentais que elle était de plus en plus à l'aise dans mon corps, comme si c'était sa nouvelle maison. Chaque jour, je suppliais mes parents de m'emmener à l'hôpital, ou d'obtenir une radiographie, ou une IRM, ou quelque chose comme ça, mais ils ont refusé. Ils ne me croyaient pas du tout. Ils ne croyaient pas que quelque chose ne m'arrivait. En conséquence, j'ai développé des pensées vraiment étranges. Par exemple, j'ai commencé à aimer les salles de bain vides et sombres. À l'école, quand un mec m'a demandé de bouger grossièrement, l'espace d'un instant, j'ai eu envie de lui déchiqueter le visage avec mes dents. Cela ne s'était jamais produit auparavant. J'entendais des phrases étranges dans ma tête, provenant de livres ou de conversations peut-être. Mais le problème était que je ne les avais jamais lus ou même rencontré ces gens. Donc je ne pouvais pas comprendre la raison pour laquelle je les entendais. Savais-je que ce qui se passait n'était pas normal? Oui. Je ne suis pas une idiote finie. J'étais vraiment effrayée, mais personne ne faisait d'efforts pour aider. Et je ne pouvais pas me débrouiller seule. Je ne pouvais pas y faire face. Finalement, j'ai de nouveau contacté mes parents. Je savais que si je gardais le silence, je deviendrais probablement folle et ne serais pas en mesure de régler mes problèmes. En plus, j'espérais que cette fois-ci, mes maman et papa prendraient mon problème au sérieux et me permettraient d'avoir cette radiographie et de sortir l'araignée. Ils m'ont pris au sérieux, mais la réaction était un peu plus différente que ce à quoi je m'attendais. Oui, 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 ils ont dit. Oui, oui, oui. Waouh, ce n'est pas bon, nous devons aller chez le médecin. J'étais tellement soulagée que j'ai finalement pu les convaincre que je suis montée sur la banquette arrière de la voiture sans aucun soupçon. Mais en discutant avec le médecin, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Il n'a pas proposé de faire une radiographie, mais posé beaucoup de questions sur les voix dans ma tête et ma peur des araignées. Et puis, j'ai lu le panneau. C'est un service psychiatrique. Je suis devenue tellement en colère. Je me suis défoulée sur mes parents, mon médecin et même la réceptionniste. Je criais qu'ils m'avaient trahi, menti et que je refuserais désormais de vivre avec eux. Et que je ne resterai jamais dans cette clinique. Ils ont essayé de me donner une injection de sédatif, mais je suis sortie parce que mes parents ne me tenaient pas assez fort. Je courais dans la rue et une voix dans ma tête ne cessait de répéter «Tuer, tuer, tuer». Je ne suis pas allée bien loin. La sécurité m'a appréhendée et m'a ramenée. Je pleurais comme un bébé. J'avais l'impression que c'était la fin. Ma vie était finie. Je sentais des petites pattes d'araignée piétiner mon cœur de l'intérieur. Et je savais que la clinique aiderait l'araignée à me manger jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Tout à coup, le médecin a demandé «Voulez-vous qu'on vous fasse une radiographie?» J'ai répondu «Oui, c'est la seule chose que je veux». Et il a simplement répondu «Ok, programmons-en une pour demain». Comment vous sentiriez-vous si vous obteniez soudainement ce dont vous rêviez depuis si longtemps? Je ne pouvais tout simplement pas y croire. Mon problème pouvait-il être résolu aussi facilement? J'essayais de faire céder mes parents depuis si longtemps. Et maintenant, le médecin me l'offrait comme ça? En fait, j'ai reçu une radiographie le lendemain et elle a montré que je n'avais rien en moi. Mais attendez, qu'en était-il de mes sensations? Des voix dans ma tête? Le médecin expliquait que j'aurais pu avaler une araignée dans mon sommeil, mais elle ne pourrait pas survivre en moi et mourrait probablement dans mon estomac et sortirait de façon naturelle. Cela arrive parfois, c'est assez rare, mais après cela, les gens peuvent effectivement ressentir de la peur, de la panique et de la paranoïa. J'ai vraiment besoin de prendre soin de ma santé mentale, mais ma peur n'était pas auto-créée comme le pensaient mes parents.
J'allais sauter de joie. Le médecin s'est avéré être un gars incroyable qui a pris soin de mes problèmes et a été attentif à mes problèmes. Il a persuadé mes parents que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Vivre dans une maison effrayante, pleine d'araignées, lorsque votre enfant a de l'anxiété et des phobies. Nous avons donc emménagé dans une maison moins spacieuse, mais au moins elle n'était pas remplie d'insectes. J'ai appris à gérer mes peurs et à me contrôler. Les voix dans ma tête étaient mes émotions modérées. Et maintenant, j'apprends à m'ouvrir davantage pour m'en débarrasser. Et j'ai bu toute la bouteille de l'arbre à thé, juste pour m'assurer de me débarrasser des araignées restantes. Abonnez-vous à notre chaîne et envoyez vos histoires intéressantes. Et si votre vie est bien plus excitante que la mienne,